Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Prestation de serment ce vendredi 21 mai 2021 des membres du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics devant le Collège des juges de la Cour d'appel de Cotonou. Nous en parlerons dans ce journal. Signature officielle dans la matinée de ce vendredi de convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Économie et des Finances et la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Le cessez-le-feu est conclu entre Israël et le Hamas dans la nuit de ce jeudi. Une cessation des hostilités à l'initiative de l'Égypte chargée de veiller au respect de la trêve des deux côtés après 11 jours de conflit armé. C'est tout pour le sommet de cette édition. Merci à toutes et à tous d'être avec nous et bienvenue. Les membres du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics ont prêté serment ce vendredi 21 mai 2021. Une cérémonie qui s'est déroulée à la grande salle d'audience de la Cour d'appel de Cotonou devant le collège des juges de la dite Cour. Compte rendu, Samson Oké, Denis Maroya. Je le jure. 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 Ils ont juré de remplir loyalement la nouvelle fonction qui est désormais la leur. À travers une audience solennelle, les 6 nouveaux membres du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics ont prêté serment devant le collège des juges de la Cour d'appel de Cotonou. Occasion pour le procureur général de la dite cour de rappeler le sens d'un serment. Le serment vient du latin sacramentum qui veut dire tout simplement sacré. Le serment est donc un acte sacré qui mérite un respect absolu et qui s'impose par sa haute valeur. C'est une affirmation, une promesse solennelle faite devant une autorité, une juridiction pour attester de la sincérité et de la véracité de son engagement à assumer les charges de sa profession ou de son devoir. Il s'agit là donc, comme vous le voyez, d'un acte tout aussi grave que solennel. L'autorité de régulation des marchés publics a pour mission d'assurer la régulation de l'ensemble du système de passation de la commande publique. Une mission dont l'objet est, entre autres, de veiller à la saine application de la réglementation et des procédures relatives à la commande publique. D'où l'importance de cette cérémonie de prestation de serment. L'article 9 du même décret vous impose, avant de prendre fonction, de prêter serment. Prêter serment parce que vous avez l'obligation du secret des délibérations de votre conseil de régulation. Vous êtes donc tenu au secret professionnel pour les informations, les faits, les actes et renseignements dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions. Il est à rappeler que ces nouveaux membres du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics ont été nommés par le Conseil des ministres au cours de sa session ordinaire du 12 mai 2021. Je vous l'annonçais en titre, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, a co-présidé ce vendredi 21 mai avec son collègue de l'économie et des finances, Romia Douadaï, la cérémonie de signature officielle de convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. L'objectif est de faire de la SBIN un opérateur de services fixes et mobiles majeurs au Bénin et dans la sous-région. Le point avec Carnot François Rongbede-Rintor et Romaric Devossi. Cérémonie de signature officielle ce vendredi 21 mai de la convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA par le groupe Sonatel. Co-présidé par la ministre du Numérique
et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou et son collègue en charge de l'économie et des finances Romia Douadani, cet acte vient confirmer l'ambition du gouvernement de faire de la SBIN un opérateur de services fixe et mobile majeur au Bénin et ultérieurement dans la sous-région, d'où il est important pour la ministre que les membres du conseil d'administration soient conscients des responsabilités qui sont désormais les leurs. Cette ambition que le gouvernement a va se traduire aussi dans l'exigence ou les exigences que nous aurons vis-à-vis des organes de gouvernance de la SBIN. Et il est important que dans l'accompagnement de la direction générale par le conseil d'administration, vous ayez toujours en tête ces exigences parce que nous comptons sur vous. C'est vous qui serez avec la direction générale pour pouvoir orienter la directrice générale, donner en fait, prendre les décisions relatives à la gestion de la société et à l'administration donc de la société, et également pouvoir vous assurer que, effectivement, en termes de gouvernance, nous sommes dans la bonne ligne. Vous savez d'où nous venons au niveau des opérateurs publics, ce qui a conduit le gouvernement à faire cette liquidation qui ensuite a donné naissance à la SBIN. Donc je veux, mesdames et messieurs les administrateurs, vous dire combien votre responsabilité est grande dans le cadre de l'administration de cette nouvelle, de cette structure. Serge Adjovi, représentant de la présidence au sein du conseil d'administration de la SBIN, au nom des autres membres, affirme que le conseil d'administration est bien conscient des enjeux auxquels il fera face désormais. Nous avons compris les enjeux, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à la réussite de cette mission. Bien entendu, nous allons, comme vous le suggérez, faire appel au comité de suivi lorsque nécessaire, au gouvernement lorsque nécessaire, et tout ceci naturellement sous votre leadership en tant que ministre de tutelle, ministre du numérique et de la digitalisation. Pour rappel, c'est le 24 mars 2021 que le gouvernement de la République du Bénin a autorisé en Conseil des ministres la gestion déléguée de la SBIN par le groupe Sonatel. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur numérique. Il est prévu qu'à travers la gestion déléguée, le groupe Sonatel déploie son savoir-faire technique et commercial et son expérience de gestion d'entreprises publiques de télécommunications et d'infrastructures numériques pour l'accélération de l'opérationnalisation et de l'efficacité de la SBIN. Lancement ce jeudi 20 mai 2021 dans la commune de Semekpoji des travaux de construction du pipeline Export Niger-Bénin, un projet qui vise l'exportation du pétrole brut du Niger vers le terminal du port de Sémé au Bénin. Carole Olaye et Denis Maroya pour le compte rendu. Long de 1980 km, dont 685 km au Bénin, la construction du pipeline Export Bénin-Niger sera bientôt une réalité. Cet ouvrage, qui viendra relier le site d'extraction de l'or noir d'Agadem au port de Sémé, sera composé entre autres de 2 stations de pompage à Gogounou et Tchaourou et d'une station terminale à Semekpoji, lieu abritant le lancement officiel des travaux auxquels on prépare les ministres béninois et nigériens en charge des mines et le ministre d'État béninois en charge du plan. Ce pipeline est actuellement le plus long en Afrique et va certainement contribuer à la révélation de notre beau pays, le Bénin, à l'industrie pétrolière internationale. Durant la phase de construction, le projet générera environ 3000 emplois, dont 2308 emplois directs avec WAPCO Bénin et son principal contractant, et plus de 700 avec les sous-contractants, à savoir les transporteurs, les fournisseurs d'intrants et autres services. Au terme des travaux et pour la phase d'exploitation, 300 emplois permanents seront créés. Pour la phase des travaux, le gouvernement béninois, en collaboration avec la société WAPCO Bénin, a lancé via une plateforme spéciale dédiée la procédure de recrutement de plus de 2308 travailleurs pour exécuter les travaux du futur chantier. Le projet traduit donc notre vision de faire
du Bénin une plateforme énergétique et renforcer donc l'engagement de notre gouvernement à soutenir et accompagner WAPCO Bénin dans le respect des dispositions de l'accord de gouvernement. Le financement des travaux sera assuré par la compagnie chinoise représentée par sa filiale WAPCO Bénin et est estimé à 608 milliards de francs CFA. Un partenariat qui vient renforcer la coopération sino-béninoise. Xi Jinping et le président Talon, lors de leur rencontre au sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine en 2018, la Chine est toujours prête à accompagner le Bénin dans son développement et son redressement. Le projet d'aujourd'hui constitue un des fruits de cette coopération fructueuse. Ce projet, qui vise l'exportation du pétrole brut du Niger vers le terminal du port de Sémé au Bénin, sera également bénéfique pour le Niger à travers l'accroissement de la production journalière du nombre de barils. Vous venez donc de suivre un reportage de Clémence Tonoukoin, Carole Olaye et Denis Maroya. Créée sur l'initiative de l'ancien président Yayi Boni, l'institution bien sûr médiateur de la République est à sa troisième mandature et pourtant peu de Béninois maîtrisent le rôle du médiateur et de son utilité. Juriste de formation, Raïmat Djibril évoque les prérogatives de l'institution et son importance. Suivez plutôt. Le médiateur, son rôle est indéniable au cœur de la République. Il a un rôle, je dirais, de justice sociale en général. C'est l'homme, c'est une autorité indépendante qui ne reçoit aucune instruction des politiques, des parlementaires et même des judiciaires. Donc c'est celui-là qui est au cœur des problèmes et des crises sociales et qui tente d'apporter des solutions idoines afin que les partis se retrouvent et que les uns et les autres, les citoyens, se sentent valorisés, se sentent restaurés dans leurs droits en général. Le médiateur a autour de lui un comité de travail. Il a un directeur de cabinet, il a des attachés à la communication. Il a un staff autour de lui qui travaille à ses côtés pour essayer de faire des études de cas par rapport aux différents dossiers auxquels l'institution est saisie. Nous sommes dans un contexte où nous avons plus que jamais besoin de cette institution. Et le nouveau médiateur qui s'installe, je crois qu'il prendra conscience de ce déficit que le Bénin, que les Béninois, l'ensemble des citoyens ont de l'apport réel que le médiateur ou la médiation doit apporter au cœur des différentes crises que nous avons. Nous avons plus que jamais besoin de cette institution aujourd'hui. Et je pense qu'il prendra conscience, le médiateur avec toute son équipe pourra travailler d'arrache-pied afin d'apporter ce souffle nouveau que nous attendons au sein de notre République aujourd'hui. Parce que c'est une institution, ne l'occultons pas, qui est restauratrice des droits et de l'enracinement de la paix sociale et donc de l'état de droit en général. En interactualité, le cessez-le-feu est conclu entre Israël et le Hamas dans la nuit de ce jeudi. Une cessation des hostilités à l'initiative de l'Égypte chargée de veiller au respect de la trêve des deux côtés après 11 jours de conflit armé. Les tractations diplomatiques se sont intensifiées et ces dernières heures, plus de 230 Palestiniens et une douzaine d'Israéliens sont morts. Les détails avec nos confrères de la RT. Pour la première fois depuis plus de 10 jours, missiles et roquettes cessent leurs envolées vers les camps adverses. Une trêve particulièrement espérée par la communauté internationale à la vue des innombrables bombardements mutuels entre les deux belligérants. C'est désormais officiel. Après d'intenses tractations diplomatiques en coulisses, Israël et le mouvement palestinien Hamas se sont entendus hier soir sur un cessez-le-feu sous médiation égyptienne, entré en vigueur dans la nuit.
Le cabinet de sécurité a accepté ce soir à l'unanimité la recommandation de tous les responsables de la sécurité, du chef d'état-major de l'armée de défense d'Israël, du chef de l'ISA, du chef du Mossad et du chef du Conseil de sécurité nationale, d'accepter l'initiative égyptienne d'un cessez-le-feu mutuel sans condition préalable. Nous avons été informés par les frères égyptiens qu'un accord avait été conclu pour un cessez-le-feu bilatéral et simultané dans la bande de Gaza à partir de 2 h du matin. La résistance palestinienne respectera cet accord aussi longtemps que l'occupation le respectera. L'Égypte, qui entretient à la fois des relations avec le Hamas et Tel Aviv, a joué un rôle majeur dans l'aboutissement de ces négociations. Permettez-moi de partager avec vous le fait que les efforts déployés par l'Égypte et les autres parties ont porté leurs fruits avec un cessez-le-feu très prochainement. Nous espérons qu'il durera. Toute vie que nous pouvons sauver mérite d'être sauvée grâce à tous les efforts que nous déployons. Pour le président américain Joe Biden, ce cessez-le-feu représente une réelle opportunité de paix au Proche-Orient. Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra notre diplomatie discrète et infatigable pour aller vers cet objectif. Je suis convaincu que nous avons une vraie opportunité d'avancer et je m'engage à travailler en cette direction. Dans les rues de Gaza, le soulagement et les scènes de liesse prédominent après presque 2 semaines d'une vie extrêmement éprouvante. Reste désormais à voir si cet accord sera respecté sur la durée, un point sur lequel a déjà insisté l'ONU, appelant les parties concernées à faire preuve de responsabilité. La paix est revenue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après 6 mois de conflit entre les deux nations qui a fait plus de 6 000 morts. Un premier pas vers la paix vient d'être franchi. Moscou a été un maillon essentiel de cette réconciliation. Suivez. Automne 2020, les habitants du Haut-Karabakh déplorent les dégâts d'une guerre qui a fait 6 000 morts. 6 mois après la fin des combats et une défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, un premier pas pour la paix entre les deux nations a été effectué. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s'est dit prêt pour des pourparlers avec Erevan. J'ai dit à plusieurs reprises que nous étions prêts à commencer à travailler sur un accord de paix avec l'Arménie, afin de mettre fin à la guerre, afin de minimiser ou d'éliminer tout risque d'affrontement militaire potentiel. Nous avons besoin d'un accord de paix. Nous avons besoin d'une délimitation de la frontière avec l'Arménie. Tout cela nécessite des efforts conjoints. Nous ne pouvons pas le faire unilatéralement. Bakou prône l'apaisement au Haut-Karabakh, région séparatiste arménienne en territoire azerbaïdjanais, au cœur d'un conflit entre les deux nations. L'Arménie, de son côté, annonce la préparation d'un accord avec l'Azerbaïdjan, soutenu par la Russie. Les décisions sur lesquelles un accord de principe a été conclu avec nos partenaires internationaux sont à 100% conformes aux intérêts de l'Arménie. Nous signerons ce document dans le cas où l'Azerbaïdjan respectera ce qui a été convenu. Malgré un cessez-le-feu signé sous l'égide de Moscou et le déploiement de 2000 soldats de maintien de la paix russe, les tensions ont persisté dans la région. La semaine dernière, l'Arménie accusait l'armée azerbaïdjanaise d'avoir violé la frontière dans le but de contrôler des territoires que se partagent les deux pays. Des accusations rejetées par Bakou. La voie diplomatique semble dorénavant privilégiée pour rétablir les relations entre les deux pays. Moscou, acteur majeur dans la résolution du conflit au Haut-Karabakh, a proposé de prendre part à une commission conjointe en tant que médiateur. Les eurodéputés et les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé tard dans la nuit d'hier à Bruxelles un accord sur le pass sanitaire continental. Ce certificat européen Covid numérique controversé devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Après de nombreux débats, le pass sanitaire européen semble bien parti pour être adopté. Ce jeudi, les eurodéputés et les États membres sont parvenus à un accord sur ce certificat décrié, après d'âpres négociations. Fumée blanche, nous avons un accord sur la proposition de la Commission sur le certificat européen Covid numérique. Je salue l'accord provisoire conclu aujourd'hui par le Parlement européen et le Conseil européen. Nous avons livré ce nouvel outil en un temps record pour sauvegarder la libre circulation pour tous les citoyens. Mesure controversée, le pass sanitaire devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain.
Un certificat qui comportera un QR code qui indique que le détenteur du document a été vacciné, qu'il a passé un test PCR ou antigénique qui s'est avéré négatif, ou qu'il est immunisé après avoir contracté le Covid-19. Attendu par de nombreux pays touristiques à l'image de la Grèce, l'adoption du pass sanitaire permettra aux membres de l'Union européenne de circuler de manière sécurisée. Vous êtes vacciné dans un État membre de l'Union européenne. Le système de santé de votre État membre vous fournira donc un certificat. C'est la nouvelle règle du jeu et ce certificat fera l'affaire. Ce certificat signifie que vous n'avez pas à faire de PCR chaque semaine. Écoutez, je suis vacciné, ce certificat le dit, j'ai été vacciné, alors laissez-moi entrer s'il vous plaît. La gratuité des tests représentait le principal sujet de discorde. Un coût trop important pour certains pays. Les États membres se sont donc entendus sur des tests abordables et accessibles. La Commission européenne s'est de son côté engagée à débloquer 100 millions d'euros pour acheter des tests par le biais de l'instrument d'aide d'urgence, un financement européen pour lutter contre la pandémie. Si les détenteurs du pass n'auront pas de quarantaine obligatoire à l'arrivée dans un pays, des restrictions de voyage supplémentaires s'appliqueront si elles sont nécessaires pour protéger la santé publique. Le pass sanitaire sera au cœur des discussions lors du prochain sommet de Bruxelles. Il doit désormais être approuvé par le Parlement au cours d'une plénière à Strasbourg du 7 au 10 juin prochain. Le Conseil constitutionnel invalide l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, un texte à polémique qui vise à sanctionner la provocation à l'identification des policiers lors des manifestations. Suivez. Un revers pour Jean Castex. Le Premier ministre avait lui-même saisi le Conseil constitutionnel afin de lever tout doute sur la loi relative à la sécurité globale. Mais ce sont finalement ses opposants qui ont eu gain de cause. Fierté, on avait prévenu sur tous les tons que cet article 24 d'interdiction de filmer les policiers en action est impossible dans une démocratie, comme les films de drones, censurés. Devenu l'article 52, après la réécriture du projet de loi, changer son numéro ou ses termes n'a pas suffi. Les membres du Conseil brocardent toujours son manque de clarté. Selon eux, il reste difficile d'établir que la personne filmant une opération de police le fait à des fins malveillantes. Des contours très flous qui avaient déjà poussé certains députés, les Républicains, à voter contre. J'avais voté contre l'ex-article 24 de la loi dite de sécurité globale. Le Conseil constitutionnel a parfaitement raison de censurer ce truc ni fait ni à faire. Le droit pénal n'est pas un tract rédigé sur un coin de table pour alimenter l'agenda médiatique. L'article devait punir le délit de provocation à l'identification des forces de l'ordre par 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Les syndicats de police manifestent leur colère face à la décision des sages. La censure de l'article 24 démontre que la France stagne sur les droits de certains humains et continue de priver les policiers du droit à protéger leur identité. Le visage, cet élément d'identification si précieux quand il s'agit de légiférer à juste titre en faveur des usagers de l'espace public, devient l'objet d'un débat politique insupportable dès lors qu'il s'agit de protéger ceux qui sacrifient déjà tant pour la nation. Au ministère de l'Intérieur, on prend acte de cette décision. Gérald Darmanin prévoit déjà d'améliorer les dispositions censurées par le Conseil. Quant à la majorité parlementaire, elle anticipe sur l'après. On portera ça dans d'autres textes à venir. Je signale d'ailleurs que dans le texte dit des séparatismes, c'est-à-dire sur les valeurs de la République, il y a l'article 18 qui est de nature à protéger l'ensemble des citoyens, donc y compris les policiers, mais on aura une protection spécifique sur les forces de l'ordre, on ne lâchera rien dans ce domaine-là. Autre camouflet infligé par le Conseil, l'article sur l'usage des drones par les forces de l'ordre, notamment pendant les manifestations, a été très largement censuré. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bon week-end à toutes et à tous et bonne fête de Pentecôte à vous et à très bientôt.